Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Comme d'habitude, on se retrouve cette semaine. Donc cette semaine, il y aura 2 épisodes. Merci d'avoir téléchargé cet épisode, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait toujours plaisir. Alors, épisode exceptionnel aujourd'hui parce que c'est le premier épisode Race Day de la saison avec un habitué du podcast qui est toujours mon père. Voilà, c'est toujours agréable de faire ces podcasts Race Day, de vous raconter comment la course s'est passée, toutes les anecdotes, les bons, les mauvais moments. Est-ce que cette course répondait à nos attentes? C'est vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, épisode Race Day sur l'endurance des volcans à Saint-Thibéry, près de Montpellier, sur le fameux circuit de Saint-Thibéry. Comme d'habitude, j'ai envie de rappeler que ce podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème. Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité, voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Ce podcast est toujours sponsorisé par le site Omoto. On les en remercie grandement. Le site d'accessoires de pièces et d'équipements MX, Enduro et Route qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, allez sur le site Omoto et sur les réseaux sociaux à O-moto. Alors toujours un plaisir de faire ces podcasts. Si vous aimez ces podcasts, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager ces podcasts. C'est déjà le show numéro 18 et on ne sait pas où ça va nous mener. Aujourd'hui, papa, t'es en ligne, comme d'habitude, parce qu'on a fait une endurance catégorie père-fils. On va raconter tout ça, comment ça va? Bonjour à tous, tout va bien. Je me suis bien remis de cette première course de l'année, physiquement au top. Voilà, donc c'était une endurance, hein, c'était pas une course de MX traditionnelle, donc c'est assez marrant parce que j'ai terminé par une endurance, les 5 heures de Vinci, on avait fait un épisode Race Day avec Antoine Rizzo, c'était au mois d'octobre, et là, la première course de l'année, donc plus une course pour rigoler, hein, ça comptait pas pour un championnat ni rien, c'était encore une endurance, donc là, aujourd'hui, c'était 4 heures sur le terrain de Saint-Thibéry. On vous dira après comment le terrain était. En tout cas, je pense qu'on s'est quand même bien amusé. C'était quelque chose d'assez intéressant. Est-ce qu'on la refera? On vous dira en fin d'épisode. Donc déjà, j'avais envie de commencer ce podcast Race Day par vous parler des nouveautés des podcasts Race Day qui vont être mises en place cette année. On va surtout expliquer pour qui la course est faite, parce que ça peut être intéressant que vous sachiez si jamais c'est intéressant pour vous de faire cette course ou pas. Et à la fin, on dira aussi si cette course répondait à nos attentes et on donnera une note à chaque course, à chaque épisode Race Day. Donc avec mes invités qui ont fait la course avec moi, on donnera une note et je pense que ça va être assez intéressant, ça va être assez marrant. Euh, Déjà, qu'est-ce que t'en penses? On peut parler du contexte de cette course. Pourquoi on est allé à cette endurance? Alors moi, personnellement, j'y étais pour essayer ma nouvelle moto, puisque donc moi j'ai commencé, paradoxalement, moi j'ai pas commencé la motocross avec la famille, les parents, ou comme c'est le cas pour beaucoup de jeunes, on va dire. Moi j'ai commencé le motocross à 50 ans. J'ai pris ma première licence en 2012 et j'ai commencé directement par la moto ancienne. Donc je me suis retrouvé sur une grille de départ en 2012 pour faire la première année, c'était le championnat Rhône-Alpes. En fait, j'ai trouvé un magazine qui s'appelle Motocross d'hier
Et j'ai trouvé sympa de pouvoir remettre des vieilles machines en route, et puis l'ambiance avait l'air, très, très sympathique, donc je me suis lancé. J'ai fait ma première saison donc entièrement en 2012 et j'ai continué après par les championnats de France et j'ai fait ça jusqu'à l'année dernière, 2022. Et là, j'ai décidé de changer de catégorie. Donc j'ai acheté une 250 RMZ 4 temps. Et donc je me suis dit, pour régler la moto et puis voir ce que ça donne, et ben carrément, on va commencer par une course. Voilà. Et la catégorie père-fils, qu'on n'avait jamais fait, et ben ça m'a bien intéressé. Voilà. Ouais, voilà, c'était la catégorie père-fils, c'était vraiment l'occasion de faire une course vraiment tous les deux. Donc en fait, on n'a pas couru ensemble parce qu'à chaque fois, voilà, il y a les, on se relayait comme dans une endurance en duo traditionnelle. Mais c'était vraiment intéressant de faire une course père-fils et de rouler ensemble. Et voilà, c'était, enfin pour moi, c'était vraiment une bonne occasion pour toi de tester la moto. Vu qu'il y avait là une partie cross et une partie dans les bois, c'est vrai que la partie dans les bois, la partie enduro, on en reparlera après, bon, elle était plutôt longue, donc là, tu pouvais pas trop mettre ta moto au point pour le championnat vétéran qui aura lieu. Mais sur la partie cross, déjà, tu as pu vraiment voir si la partie cycle était cohérente, si les freins étaient bien réglés et tout. Je pense que c'était pas mal de faire cette course, surtout d'avant-saison, ça comptait pour aucun championnat. C'était vraiment, voilà, on y allait en toute détente, quoi. Donc voilà pour ce qui était du contexte, pourquoi on a fait cette course. On peut déjà parler du premier jour des vérifications, hein. On va essayer de pas faire un podcast trop long cette fois-ci, vu qu'il y en a deux cette semaine. Le premier jour, on arrive au terrain. Bon, il faisait plutôt gris. On sort les motos pour faire le contrôle technique et donc contrairement aux 5 heures de Vinci, l'organisation ne fournit pas d'autocollant avec le numéro de dossard parce que forcément on n'a pas un numéro de course comme en course MX traditionnelle, on n'a pas un numéro à l'année. Et l'organisation ne fournit pas les autocollants, c'était à nous d'écrire les autocollants, vu que moi j'ai le 314, vous le savez maintenant, on avait le dossard numéro 15, donc je me dis, je vais barrer le 3 en blanc et je vais, à la place du 4, je vais mettre un 5. Et du coup, c'était assez marrant parce que j'arrive au contrôle technique et là, les gars, ils ont regardé ma moto, ils ont dit, c'est quel numéro? Moi, je leur ai dit, bah, c'est marqué dessus. Et en fait, ils arrivaient pas à lire que c'était le numéro 15, pourtant, on l'avait à peu près bien fait. Donc bon, écoute, tant pis, c'était assez marrant. Et toi, ils ont passé le sonomètre à la moto, t'étais à combien? Ils ont passé, moi j'étais à 113 décibels. Ah ouais, quand même, elle est bruyante, la Suze, hein. Et ouais, 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 elle est Elle est bruyante, bruyante. la Suze. Ah ouais, elle est bruyante, et après, est-ce qu'elle avance autant? Ça, tu nous diras plus tard. Moi, j'étais à 109, un truc comme ça. Donc les numéros de course, toujours les contrôles techniques, mais c'était assez rapide, hein. Il y avait pas trop de monde vu qu'il y avait les gens, ils avaient dû bien faire le roulement, ça allait. Après, dans le parcours, donc il y avait sur la partie haute où on pouvait garer les fourgons, et après la spécificité des courses d'endurance, c'est évidemment ce fameux parcoureur qui est en quadrillage en bas où chacun a son box. Donc là, on a décidé de mettre un petit peu de matos pour réserver la place la veille. Je vous conseille de faire ça, comme ça au moins vous choisissez bien la place dans le parcours que vous voulez. Nous, on a choisi vraiment une des places les plus faciles où on rentrait dans le parc, il n'y avait plus qu'à aller tout droit et on posait la moto sur le côté droit, et comme ça après on n'avait pas de zigzag à faire pour repartir. On a vraiment pris au plus simple vu qu'on était là tôt. Hum, C'était plutôt une bonne stratégie, je pense, pour le changement de transpondeur. Bon, après, honnêtement, on visait pas la gagne, hein, mais compétiteur comme on est, hein, dis-moi le contraire, on avait envie de bien faire quand même sur cette course. Alors, on a fait propre et efficace, comme d'habitude. Entre ça et le changement de transpondeur adapté à la moto, puisqu'on n'avait personne pour nous aider à l'assistance, on a gagné quelques secondes de ce côté-là, c'est sûr. C'est vrai. Donc, toi, tu as fabriqué un porte-transpondeur, tu vas pouvoir nous dire ce que tu as fait. On pensait être les seuls à avoir fait cette technique de malade. Et en fait, bah, il y avait vraiment du niveau, il y avait vraiment des gars qui ont l'habitude de faire de l'endurance. Et en fait, tout le monde avait cette technique. Alors c'est, 2 accroches tuyaux en PVC qu'on trouve dans tous les magasins de plomberie et qu'on clipse sur le haut de la fourche
avec le porte-transpondeur agrafé dessus et en fait, ça tient super bien, quoi et je pensais vraiment avoir fait une trouvaille, comme tu dis j'étais tellement fier de moi et quand j'ai vu que toutes les motos autour avaient le même système, j'ai dit: «Ben, on n'est pas les premiers, hein». Mais enfin, ça m'a quand même rassuré sur le fait que le porte-transpondeur était efficace et effectivement, on n'a pas perdu le transpondeur pendant la course. C'est vrai, donc avec les accroches, enfin les morceaux de tuyaux en PVC qui viennent s'accrocher à la fourche, moi la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est qu'on allait perdre le porte-transpondeur sur une grosse table du terrain de cross. Je me suis dit: «Bon, les petites vibrations et tout, ça va tenir», mais à la réception d'une grosse table du terrain de cross de Saint-Sibéry, je me suis dit: «Ça va lâcher» et en fait, on a fait les essais le matin, on vous racontera. Ça a tenu et du coup, hop, c'était parti pour la journée. Mais non, bonne idée du porte-transpondeur, c'était rapide et au moins il n'y a pas de changement de goupille, c'est le changement de la goupille où à chaque fois on perd du temps, on galère. Là, c'était vraiment une bonne idée. La veille, on a regardé aussi la ligne de départ, hein, qui était une ligne de départ classique. Il n'y avait pas de, voilà, il y avait pas trop d'endroits délimités, il y avait quelques numéros, mais c'était quand même pas mal fait. Et après, on arrive le matin, donc le matin de la course. Là, au niveau de la météo, on a vraiment eu de la chance. Grand beau, pas très chaud parce que forcément c'est le mois de janvier, mais grand beau et pas de vent. Et ça, je sais pas ce que tu en penses, mais ça nous a vraiment aidé à passer une bonne journée. C'est un des rares jours où tout s'est cumulé. Donc, le soleil, la température pas trop, trop négative et surtout pas de vent comme tu dis. Donc c'est le seul jour, en 15 jours, c'est la seule journée où tout était cumulé. Donc c'était vraiment Mm. exceptionnel. Surtout pour toi qui sors de la neige, nous on est habitués, mais là c'était vraiment, vraiment exceptionnel Mhm. et ça a joué sur le déroulement de la course, sur le moral, sur tout. C'était vraiment une belle journée C'est vrai pour que une première c'était, course de la saison. Ouais. ouais, c'était agréable de reprendre une course moto dans ces conditions. Et si vous avez déjà roulé à Saint-Thibéry, vous savez qu'il y a souvent beaucoup de vent, surtout l'après-midi. Voilà, ce vent qui se lève à midi toujours et qui, sur les grosses tables, bah, ça perturbe quand même, hein. Quand on se prend du vent de côté, ça déstabilise la moto. Donc il faut sauter un peu et contrer ce vent. C'est toujours assez galère. Et là, grand beau, pas de vent, c'était vraiment top. Au niveau des autres pilotes et du niveau qu'il y avait, toi, t'as pas fait les 5 heures de Vinci au mois d'octobre, et moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup plus de niveau sur cette course que sur les 5 heures de Vinci. Et il y avait surtout beaucoup de monde qui était équipé en moto d'enduro et en moto de cross-country, chose qu'il n'y avait pas à Vinci où c'était plus des crossman comme moi purs qui allaient faire une course pour rigoler. Là, vraiment, j'avais le sentiment d'arriver dans le parcours, je voyais les motos, je voyais les mecs, donc il y avait une catégorie duo et une catégorie solo. Donc la catégorie solo, ils étaient équipés pour rouler tout seuls, avec le camelback, tout ce qui suit. Mais j'ai trouvé que vraiment le niveau était assez élevé. Vous verrez le résultat qu'on a fait à la fin, mais c'est pas du tout le même résultat qu'on a fait avec Antoine Rizzo aux 5 heures de Vinci. Le niveau était très relevé. Et surtout, au final, moi, je me suis rendu compte que eh ben, c'est eux qui avaient raison. C'était plus une course d'enduro et plus une course de cross-country que vraiment une course de MX. Donc, on arrive le matin, on s'installe sur notre stand qu'on avait prévu. Et là, contrairement aux 5 heures de Vinci où il y a 1 heure d'essai, donc on peut faire 3-4 tours si on veut. Voilà, nous, on avait fait 2 ou 3 tours, je me souviens plus, pour pas trop se cramer. Là, c'est un seul tour d'essai pour pas abîmer le terrain. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que toi, ça t'a suffi un seul tour de reconnaissance ou tu voulais avoir plus? Bah, comme tout le monde, j'ai fait avec, mais ce qui était intéressant pour moi, c'était surtout de découvrir cette nouvelle moto. Donc j'ai fait mon tour de reconnaissance, tranquillement pour, regarder un peu, le terrain, mais surtout découvrir cette nouvelle moto puisque je fais un bond de 40 ans de progrès d'un coup. C'est quand même énorme puisque je passe de la 250 YZ de 1980 donc en compétition, à une 250 RNZ des années 2020. Donc 40 ans de progrès, ça fait quand même beaucoup. Et le fait de tester cette moto en course, c'est peut-être plus compliqué que de l'essayer à l'entraînement parce que, bon, j'ai les automatismes, j'ai tout ça, mais le de vouloir toujours faire bien en course, donc il a fallu que je travaille sur
les trajectoires, retarder les freinages, puisque je passe d'un simple tambour à un frein à disque oversize. Donc c'était quand même pas mal de boulot. Mais un tour, ça m'a suffi pour prendre mes marques et puis rouler après comme il faut. C'est vrai que ça devait pas être évident de passer d'une moto vintage à cette moto. Et comme tu dis, surtout en course, au final, voilà, on fait pas trop de mise au point en course, alors que pendant les entraînements, on peut revenir au camion autant qu'on veut. On peut ajuster les clics sur la fourche et l'amortisseur, la partie cycle, les freins. On peut ajuster vraiment pour beaucoup de choses. Là, c'était vraiment, tu t'es lancé dans le bain directement. Euh, et après, on peut parler du terrain. Est-ce que tu t'y attendais à avoir un terrain comme ça? C'est-à-dire un terrain vraiment plus typé enduro et monotrajectoire, dans le sens où c'était vraiment, il y avait beaucoup de singles. Bah, sincèrement, je m'attendais pas du tout, puisque j'ai aussi le souvenir de la dernière endurance que j'ai fait, ça devait être dans les années 2000 et quelques, et donc ça c'est aussi à Vinci, en région parisienne, avec mes amis de Val d'Isère. Et après, j'en ai fait une aussi en Suisse, à Genève, mais à chaque fois, c'était terrain de cross plus carrière ou champ. Donc, il y avait pas, c'était pas un tracé enduro. Et là, ça comportait un gros, on peut dire les deux tiers ou la moitié du circuit était enduro. Donc, c'est pour ça que j'ai vu les teams Sherco et tout ça, tous les pilotes avaient des vraies machines d'enduro, et moi je me suis fait déposer dans la partie enduro, mais par des pilotes qui savaient vraiment rouler entre les arbres et dans les bois, alors que moi je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Mais c'était sympa pour travailler un peu tout ça, mais je m'attendais pas du tout à un circuit comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai, je te rejoins là-dessus, hein. À Vinci, donc il y avait tout le circuit de cross. Là, à Saint-Ibéry, il y avait, on va dire, la moitié du circuit de cross. Donc ça, enfin, pour un crossman pur, je pense que toi aussi, on a été un peu déçus à ce niveau-là. Et la différence qu'il y avait aussi comparé à Vinci, c'est qu'à Vinci, il y avait beaucoup de portions qui étaient larges. Même les portions en forêt, ça passait au moins à 4 motos de front. Alors que là, il y avait énormément de portions où ça passait à une seule moto, c'était du single. Donc, bah, moi, j'étais plutôt lent, donc je me faisais pas trop gêner. Par contre, je gênais les autres. Et il y avait aussi une partie où il y avait un passage difficile et un passage facile. Nous, à chaque fois, on a pris le passage facile, donc qui était forcément plus long. Mais on s'est dit, allez, on va pas poser le protège-cadre sur un caillou et des trucs comme ça. Mais voilà, comme je l'ai dit, contrairement à Vinci, là, tout le monde était équipé avec des Beta, des Sherco, des motos qu'on voit jamais. Et les gars, ils savaient à quoi s'attendre, apparemment, contrairement à nous. Moi, je me suis dit que ça allait être comme à Vinci. Et en fait, c'était texture dure, monotrajectoire, pas beaucoup de cross. Donc, c'était sympa. Mais là où je te rejoins à 100%, c'est que je m'attendais pas du tout à ça, surtout qu'au tour de reconnaissance, du coup, les endroits où ça passait de large à étroit, et ben, ça faisait des bouchons. Et donc, on en reviendra après sur la course. Il fallait avoir un bon dossard pour ne pas se faire bouchonner au premier tour. Et nous, vu qu'on avait le dossard 15, on vous dira, mais ça a été. Donc, au niveau du parcoureur, on en a parlé. Au niveau de la mise en ligne, donc sur la grille de départ, sur la grande ligne droite de départ, on avait le dossard numéro 15. Et là, pareil, contrairement à Vinci, où le coéquipier avait le droit de tenir la moto par le garde-boue arrière pour la faire tenir droite, et là, on avait un bâton pour mettre le bâton sur le cadre pour faire tenir la moto toute seule. Et donc c'était assez spécial. Je me suis dit, enfin, c'est toi qui m'as dit, faut que tu jettes le bâton avec le pied, que tu couches le bâton, tu sautes sur la moto. Je sais pas vous, mais nous, on a opté pour la même technique qu'à Vinci, c'est-à-dire de faire chauffer la moto avant le départ et de mettre la 2 déjà. Et comme ça, quand on arrive, on embraye, on appuie sur le démarreur, et là, on part. T'en as pensé quoi de mon départ? Tu l'as vu, j'étais quand même un peu perturbé par ce bâton-là. Ouais, mais tu pris un bon départ, puisque tu étais dans les 25e en haut de la première ligne droite au premier virage. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est que le bouchon du départ s'est formé juste derrière toi. Donc, heureusement qu'on avait ce numéro 15, qui a quand même grandement facilité les choses sur le premier tour. Parce que tous les pilotes qui étaient derrière toi, avec niveau
de course plus élevés se sont tous fait coincer pendant un tour. Et comme s'il y avait beaucoup de singles, comme tu disais, dans les bois, et ben, donc il a fallu qu'ils attendent que le premier tour soit passé pour pouvoir remonter sur la tête de la course. Donc c'était, heureusement pour nous, on a bien fait de s'inscrire dans les premiers, à refaire. Ouais. C'est vrai que plus on s'inscrivait tôt, meilleur était le numéro de dossard. Et comme tu dis, s'il y avait un très bon qui avait le dossard 100, parce qu'on était une centaine en duo, s'il y avait un très bon qui était dans le dossard 100, il se faisait bouchonner au premier tour et il perdait un temps faramineux. Alors que nous, il valait mieux être mauvais et avoir un bon dossard, comme ça au moins on n'attendait pas dans les bouchons. Ça va, je retardais pas trop les autres, mais il valait mieux avoir vraiment un petit dossard et prendre un bon départ. Donc voilà, comme tu dis, j'ai pris un départ autour de la 25e place et à la fin du premier tour, j'étais déjà 40e, hein, donc je me suis fait déposer. Je voulais parler sur cette course, je voulais parler euh, surtout de ma moto, parce que donc j'ai refait faire ma partie cycle chez mon ami JPS Joël Pillard, qui est basé à Gex. Et en fait, j'ai fait refaire, vu que j'ai pris un peu en niveau MX, j'ai progressé, j'ai fait refaire ma partie cycle en fonction. Et là, je sais pas toi avec ta RMZ, mais moi, je suis arrivé le premier tour, je me suis fait défoncer. J'avais l'impression d'avoir la moto d'Anderson avec des suspensions de SX béton, une moto pure cross avec une boîte cross. Et tout le monde avec les Charcot, les Beta et les KTM Enduro qui me déposaient dans le premier tour. Et là, j'ai trouvé ça assez frustrant. Je me suis dit, ah, cette endurance-là, c'est quand même pas tant une course de cross. T'en as pensé quoi? Bah, moi, j'ai fait avec puisque je connaissais pas la moto, mais j'ai bien vu qu'à niveau égal, à niveau de pilotage égal, puisqu'on se retrouve fatalement avec des pilotes à la même vitesse, j'étais 3 fois plus efficace sur le circuit cross que dans les bois. Donc c'est pareil. Et moi aussi, je mets ça sur l'appréhension de se retrouver avec une pure machine de cross réglée pour le cross dans un bois avec une piste de 1 mètre de large. Ça fait partie aussi du jeu, hein, d'être un peu sur la retenue. Donc je pense que ça aide pas beaucoup non plus, hein. C'est ça. Mais là, on nous avait donné une Sherco chacun à niveau égal avec des suspensions souples qui absorbent les moindres cailloux qu'il y avait dans les parties bois, les moindres racines. Là, on gagnait de l'énergie et on gagnait en vitesse, à mon avis, un, un bon nombre de temps. On gagnait 30 secondes au tour, hein, je pense, sur le tour qui durait 12 minutes. Ça, je pense que Ouais. c'est indéniable. Mais comme tu dis, là où moi je remontais par contre tout le monde, c'est sur la partie cross. Je voyais que je remontais beaucoup de monde sur la partie cross, sauf que vu que la partie cross, elle représentait 10% du tour, et ben au final après, dans la partie enduro, bah, je me faisais déposer, je me faisais secouer par ma partie cycle trop dure. J'ai fait le premier relais, donc on a roulé 45 minutes à chaque fois. J'ai fait le premier relais. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivé au parcours, j'ai été serré 5 clics de partout, en compression et en détente. Et je te dis pas, comme j'ai gagné en confort, peut-être pas trop en vitesse, mais alors j'ai gagné en confort. Toi, t'as touché ta moto entre les relais? Non, non, j'ai touché à rien. J'ai estimé qu'elle marchait bien. Et puis comme je la connaissais pas du tout, j'ai fait bon, ben, ça rebondissait un peu dans tous les sens, mais je me suis dit l'un dans l'autre, il vaut mieux pas que je me perde dans des réglages et il vaut mieux que je me concentre sur mon physique. Et justement, en sortant d'une 250 YZ des années 80 qui remue dans tous les sens, par contre, là où j'ai gagné, c'est sur le côté physique, parce que j'ai jamais de ma vie conduit une moto aussi facile, aussi légère, Ouais. et sincèrement, j'aurais pu faire encore 10 relais de plus, quoi, parce que c'était vraiment. Je trouvais cette moto très fun et vraiment pas fatigante. Et tu auras l'occasion vraiment de la tester sur des courses de cross au championnat vétéran, vraiment, ou des courses de cross où au final, je voulais rebondir sur un chapitre philosophie de course avec ses endurances, où au final, une course de cross, c'est pas du tout pareil qu'une endurance. Là, sur cette endurance, moi j'avais l'impression,
surtout dans les singles où j'étais pas trop à l'aise, sur les parties où c'était vraiment béton armé, alors qu'en cross, les terrains sont toujours préparés. J'avais l'impression d'être quand même beaucoup sur la retenue et de rouler à 70% de mes capacités, alors que sur une course de cross, je roule à 100% pendant 15 minutes plus un tour, 20 minutes plus un tour. Là, c'était 45 minutes à 70%. Je trouve que la philosophie de course est extrêmement différente d'une course d'endurance comparée à une course de cross. Et je pense que tu auras l'occasion de vraiment tester ta moto parce que c'est une pure machine de cross, contrairement à tout ce qu'avaient les autres pilotes. Est-ce que toi, t'aimes la philosophie de course, de l'endurance, ou tu préfères quand même une course de MX traditionnelle? Ben, j'aime bien les deux, même si c'est très très différent, mais j'aime bien le fait de pouvoir se donner physiquement et de pouvoir rester concentré sur une endurance avec des manches de 45 minutes comme on a fait. Je trouve ça très bénéfique moralement pour le reste de la saison, mentalement, parce que je trouve, enfin, bon, malgré mon âge un peu avancé, mais je trouve que si je suis capable de tenir 45 minutes à ma cadence, c'est pas, même pas une bonne cadence, mais à ma cadence à moi, si je suis capable de rester concentré sans tomber, même si je suis pas à 100%, moralement, ça me donne beaucoup d'aisance après sur une manche de cross où je vais rouler à 20 minutes au maximum de mes capacités ça me fait vraiment du bien. C'est vrai que là où je te rejoins, c'est que ça nous fait vraiment du temps de roulage et qu'on se dit, ah, est-ce que sur une course de cross, je pourrais tenir 20 minutes plus un tour en augmentant la cadence, même si le terrain est quand même beaucoup plus physique que là dans des petits singles. Et je pense que ça fait du bien au moral de faire ces petites endurances. Et au final, ça change. Il faut pas que faire du cross pur et des courses de cross. Je pense avec des autres courses comme celle-là, on peut vraiment progresser aussi bien en termes de technique, de physique que de mental. Là, comme avec Antoine Rizzo, on avait fait la stratégie de rouler 45 minutes. Donc là, vu que c'était 4 heures et pas 5 heures, on a fait 3 relais chacun de 45 minutes au lieu de 4. Euh, donc il y a eu les premiers changements de transpondeur, voilà, ça s'est bien passé. Et on a misé sur la régularité. Je pense qu'on a été assez régulier. On n'a pas eu de pépins, sauf toi, je crois que tu as connu un petit souci dans la forêt, non? Ouais, dans la forêt, j'ai vu, c'était au premier relais, ouais, où il y a un pilote qui s'est loupé devant moi, bah, justement dans les parties très étroites qui s'est mis enroulé dans un arbre donc j'ai calé derrière étant donné que c'est la même moto que Roxane, il faut que je mette le point mort et que je quitte pour que ça reparte. Donc ça a pris un peu de temps et il y avait deux trois énervés derrière. J'ai bien compris qu'il était temps que je dégage le chemin. Mais ça fait partie de c'est aussi bénéfique parce que ça fait partie, hein, des incidents de course de pouvoir se reconcentrer derrière et puis de dire: «Bon, je repars, c'est pas parce que je me suis arrêté 5 secondes, 10 secondes qu'il faut que je parte à 100 parce qu'il me reste encore 40 minutes à rouler». Donc il y a tous ces petits paramètres qui rentrent en jeu et qui sont, vraiment bénéfiques pour la concentration, pour moi, c'est énorme, ouais. Moi aussi, en anecdote de course, des gens qui ont chuté. Premier tour, donc je fais un bon départ, et là, tous les énervés avec les motos d'enduro, ils essayent de me déposer direct. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Et devant moi, il y en a qui glissaient de l'arrière et qui étaient à 2 doigts de se la mettre juste devant moi. Et moi, je gueulais, mais faites attention. Je gueulais comme ça. Parce qu'au final, j'avais envie de leur dire, mais les mecs, la course, elle dure 4 heures. Je sais que si on veut viser un podium, euh, si on veut viser un podium, il faut tout donner. Sauf que, évidemment, il y en a qui se sont mis par terre devant moi au premier tour. Il y en a un bon nombre. Et dont dans la partie carrière, avec des grosses pierres roulantes, il y en a un qui a carrément bloc passé, donc involontairement le pilote de devant. Les deux se sont mis par terre, et je ne sais pas s'ils ont endommagé les motos parce qu'ils sont vraiment tombés dans les grosses pierres. Peut-être qu'ils se sont fait mal. Voilà, je ne sais pas qui étaient ces pilotes. Mais vraiment, les premiers tours, c'était chaud, aussi bien pour moi que pour toi. Donc, on a visé la régularité.
On a réussi, on vous dira le résultat à la fin de ce podcast. Bon, c'est pas non plus la folie, mais je trouve qu'on a quand même bien roulé. On arrive bientôt à la fin du podcast. Je voulais rappeler que ce podcast est toujours sponsorisé par la marque de gants Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen. C'est des gants minimalistes très confortables à porter, vraiment typé cross, avec un renfort pour pas avoir des ampoules au niveau de la paume de la main. C'est vraiment génial. Je vous conseille d'aller visiter les réseaux sociaux Blasphème Racing et le site blasphème.co. En plus, vous pouvez les personnaliser. Et le podcast est toujours sponsorisé par le site Omoto, le site qui a quand même un grand nombre de références avec des très bons prix toute l'année et des soldes régulières. Allez regarder le site omoto.com. Après de parler de tous ces événements de course, on peut parler de la fin de course. Est-ce que tu trouves que le terrain a beaucoup changé? Est-ce que tu trouves que le terrain s'est beaucoup défoncé? Non, non, dans les parties bois, c'est pas vraiment défoncé, étant donné que c'est beaucoup de cailloux, donc c'est très très dur. Et il y a des endroits du circuit qui étaient vraiment vraiment défoncés, mais dans l'ensemble, avec 200 motos qui roulent, j'ai trouvé que c'était, non, j'ai trouvé très acceptable. Et puis le fait de prendre des relais les uns après les autres, on sent l'évolution du circuit au fur et à mesure de l'avancée de la course. Donc j'ai jamais été surpris en fait. J'ai pris comme ça venait, mais j'ai jamais été vraiment surpris. Et comme tu dis, contrairement à une endurance sur un terrain comme Vinci, qui est plus dans le nord de la France, avec voilà, des champs, vraiment des champs de patates, avec de la terre qui colle, à l'automne en plus. Là, il y a eu un hiver très sec, euh, avec du vent, donc dans le sud de la France, à Saint-Ibéry. Et donc, la terre était dure, et c'est vrai que au final, le terrain s'est pas trop défoncé. Il y a eu quelques trous cassants. Par contre, la partie cross, elle est restée neuve, c'était assez impressionnant. Ils n'avaient pas trop hercé la partie cross, malheureusement, donc ça faisait pas beaucoup d'ornières. Mais le terrain, il a pas du tout évolué de la même façon qu'à Vinci. Il s'est moins défoncé. Par contre, il était toujours très glissant avec des pierres roulantes, donc il fallait faire très attention. On peut parler maintenant de notre résultat, pardon. Alors, on voulait faire un top 10 dans la catégorie père-fils. On était 11 équipes. Combien on a fait? On a réussi, on est rentré dans le top 10, on a fait 10e. Donc mission accomplie. Ah, la blague, on voulait faire top 10 sur 11 équipes et on fait 10e dans la catégorie père-fils. Franchement, on s'est fait un peu laver les fesses avec nos motos de supercross, enfin, surtout la mienne. Et voilà, on n'était pas prêt à ça. Il y avait des gars qui étaient chauds de l'enduro, chauds du cross-country. Voilà, on s'est un peu fait défoncer. Et au scratch, on termine. 69e sur 100. Voilà, 69e sur 100 au scratch. Donc, contrairement aux 5 heures de Vinci avec mon collègue Antoine Rizzo, que je salue, on fait vraiment une moins bonne place parce qu'il me semble qu'on avait fait 28 sur 150. Mais voilà, là, c'était vraiment moins typé cross. Les pilotes avaient un niveau beaucoup plus supérieur. C'était moins long aussi, donc le physique jouait un petit peu moins. Donc tout ça a fait que, bon, voilà, 69e sur 100. euh, En plus, père-fils, voilà, ça veut dire que si jamais vous avez un niveau homogène, vous pouvez faire un peu mieux. Oh, je suis quand même plutôt satisfait. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on s'est bien amusé. On n'a pas eu de casse mécanique, on n'a pas eu de problème. C'était vraiment un super entraînement avant le début de saison, avec une super météo, un super circuit. L'organisation avec les marshals, j'ai vu au top. Il y a malheureusement un pilote qui s'est fait mal dans le dernier demi-tour au bout de la fin de journée là. Donc, mais vraiment, c'était un ensemble ça a fait vraiment un super beau week-end. C'est vrai, ça nous aura fait rouler au moins, même si c'était pas un événement typé pour nous et pour nos compétences de pilote, au moins ça nous aura fait rouler et on aura vraiment bien rigolé, surtout de pouvoir rouler tous les deux. C'est vrai que rouler en père-fils, c'est toujours marrant. On a partagé des bons moments et c'est à refaire. Est-ce que
enfin, j'allais dire, est-ce que cet événement répondait à tes attentes et aussi pour qui cet événement est fait selon toi? Est-ce que un duo de débutants peuvent s'y inscrire? Est-ce que des gars qui font du supercross et du motocross pur comme nous, ça va être agréable pour eux ou est-ce que c'est plus pour des enduristes? Bah, je pense que à peu près tout le monde peut s'inscrire, quel que soit le type de moto. Bon, évidemment, avec un résultat en conséquence, mais bah, d'un côté, il y a, un enduriste ira toujours beaucoup plus vite sur ce type de tracé, mais d'un autre côté, un motard avec n'importe quelle moto ou n'importe quel niveau peut faire le tour du circuit. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Parce que j'ai doublé, moi, des concurrents qui étaient vraiment, on va pas dire pas à l'aise, mais qui roulaient tranquillement. Et visiblement, ils avaient l'air de s'amuser aussi. Donc je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Même si c'est typé enduro, tout le monde peut prendre Hmm. son plaisir toute une journée. Voilà. Voilà, c'est ça. Surtout que c'est la première course de l'année, ça compte pas pour un championnat, donc c'est surtout agréable d'aller, rouler. Après c'est sûr que la météo y a fait pour beaucoup. S'il pleuvait et qu'il y avait du vent, on aurait passé une journée, voilà, beaucoup moins bien, ça c'est sûr. Mais, ça fait rouler avant de passer au vif du sujet avec les courses de ligue qui vont attaquer, voilà, mars-avril. Ça fait toujours du bien de rouler, même si c'est pas typé cross pur, de faire attention où on met les roues, d'être précis, de doser les gaz pour pas glisser sur le dur. C'est toujours intéressant. Si tu devais donner une note sur cet événement, parce que j'aimerais bien faire ça à partir de cette année des épisodes Race Day, si tu devais donner une note complètement, ton avis personnel, tu donnerais laquelle? Bah, Une là, note sur 10. j'étais tellement content de faire une course père-fils, et ça s'est tellement bien passé, bah, au niveau pilotage, moto, mécanique et météo, que je mets 18 sur 20 sans problème. Les deux points que j'enlève, c'est juste pour la partie enduro que j'ai trouvé un peu longue, et puis surtout trop étroite à mon goût. Donc ce qui fait que ça gêne un peu les concurrents plus rapides ou en cas de problème. Mais je suis vraiment super content de ce week-end. Donc c'est vrai que moi, plutôt pour l'ambiance, donc comme, comme toi, je mettrais un 9 sur 10 pour l'ambiance, parce que la météo, rouler en père-fils, se préparer, le parcoureur, les échanges de transpondeurs, c'était top. Le terrain, personnellement, je mettrais 5 sur 10, parce que c'est sûr que le terrain de cross de Saint-Ibéry, il est connu dans la France entière, c'est une pépite. On avait à peine la moitié du terrain de cross, voire un peu moins, sur ce tracé. Et le reste, c'était de enduro, single, racing, pierre. Donc voilà, si je faisais une note, ça arriverait à 7,5. C'est dommage parce que voilà, j'ai adoré l'ambiance et faire de la moto ensemble en tant que père et fils. Par contre, voilà, le terrain, je m'y attendais pas, ça baisse un peu la note. 7,5. Donc si jamais vous êtes plus typé enduro, cross-country et que vous adorez les endurances, cette course sera faite pour vous. Par contre, si vous êtes un adepte du MX, voire du SX, et que vous aimez vous donner à fond sur un laps de temps plus court, voilà, ça sera moins fait pour vous. Et, voilà, ça fait rouler, mais c'est à prendre en considération si vous faites cette course ou pas. Donc 9 sur 10, et pour moi, ça sera 7,5 sur 10. On va finir ce podcast par le meilleur et le plus mauvais moment de ta journée. Pour toi, c'était quoi le meilleur, le moment le plus beau de ta journée? Alors, sans commune mesure, le vraiment meilleur moment de la journée, c'était le dernier tour. Le dernier tour, parce que donc les pilotes en solo avaient fini de rouler. Donc sur les 200 motos, il n'y avait plus que 100 motos sur la piste. Et je pense que comme le premier équipage avait fini, donc je pense qu'il y avait beaucoup d'équipages qui ont fini derrière. Et je me suis retrouvé, pas tout seul, mais avec pas grand monde sur la piste. Et avec cette nouvelle moto qui est vraiment un vélo, que j'ai jamais connu une moto comme ça jusqu'à présent, j'ai fini en pleine forme. Et je pense que s'il y avait des temps autour, mon dernier tour, c'est certainement le plus rapide de la journée. Donc j'ai fini vraiment
une super note et j'avais vraiment le sourire, la banane. Et je retiens vraiment ce dernier tour qui m'a vraiment fait plaisir. Et moralement aussi, moralement, pour le reste de la saison, je dis, bah, bon, bah, ça va, je suis pas à la rue. Donc, c'était vraiment le meilleur moment. Et le, le moment le plus difficile, c'est quand le pilote a calé devant moi dans les bois, dans les arbres, là, et qu'il a fallu que je remette le point mort, que je redémarre, et un peu que le stress des pilotes derrière et tout ça, ça c'était un peu galère. Mais ça s'est produit qu'une fois. Donc voilà les deux moments pour moi. Alors pour moi, le meilleur moment, ça sera la partie cross, où à chaque fois j'arrivais à remonter du monde et remonter, voilà, des enduristes purs qui n'arrivaient pas à sauter les tables, qui amortissaient pas forcément tout le temps. Le meilleur moment, voilà, donc le départ était bien aussi. Le dernier tour, c'est vrai que c'est super satisfaisant quand on fait le dernier tour et que ça s'est super bien passé, qu'on a fait des beaux relais, qu'il n'y a aucun de nous deux qui a eu de soucis mécaniques. Ça, c'était bien. Mais vraiment, le meilleur moment pour moi, c'est la partie cross où j'arrivais à remonter plein de gens. Et moralement, c'était un truc de fou. Je me disais, bon, je suis pas aussi largué que ça. Et sur un événement comme ça, pour être meilleur, il faudrait peut-être que j'ai une moto plus adaptée et que je fasse un peu plus d'enduro. Mais en tout cas, la partie cross, et c'est ce que j'aime et c'est ce que je fais tout le reste de l'année. J'étais pas mauvais, donc ça m'a plu. Et le plus mauvais moment, qu'on pourrait dire aussi le plus beau, ça va être l'anecdote de la fin du podcast, ça va être le changement de transpondeur en milieu de course. Alors là, c'était un grand moment, tu t'es dit, mais c'est pas possible. Alors pour vous Effectivement. raconter, moi, ah ouais, non, mais c'était un truc de malade. J'avais le porte-transpondeur, donc avec les tubes qui collent aux fourches, là, euh, à gauche de ma fourche. Et, euh, et donc, j'arrivais, et en fait, je devais te donner le transpondeur à droite. Donc, en fait, j'arrivais dans la ligne droite des stands, j'enlevais le transpondeur avec ma main gauche, je lâchais le guidon en entier, je me jetais le transpondeur de main, et comme ça, après, je l'avais dans la main droite, et toi, vu que tu étais sur la droite, je pouvais te le donner correctement et de manière rapide pour que tu le mettes directement sur ta fourche et que tu partes. Et en fait, quand j'ai changé de main, j'ai accroché le porte-transpondeur, il me semble, ça s'est passé tellement vite, j'ai accroché le porte-transpondeur au guidon, à gauche, donc ça m'a fait tourner le guidon. Je suis allé, et il y avait un pilote qui attendait son relais, et sauf que, donc, ok, c'est de ma faute, j'ai accroché le guidon, ça m'a déstabilisé, et en fait, je suis rentré dans le pilote, du coup, j'ai tapé guidon contre guidon, on n'est pas tombé, mais du coup, je lui ai rentré dedans. Après, je t'ai jeté le transpondeur qui est tombé à moitié par terre, et du coup, je me suis arrêté plus loin. Et ce pilote-là, il gueulait, tu t'en souviens, il était pas content, Ouais. parce que je lui ai été rentré dedans, il disait, ah, je sais pas qui c'est, un pilote aussi bien, il nous écoute, hein, et je le salue. Mais pour ma défense, donc ok, j'ai accroché le guidon, j'ai un peu fait un zigzag, mais je suis resté dans la ligne droite, et lui, il attendait sur la ligne droite, en dehors de son stand. Alors que nous, on se faisait chier à rester dans notre carré, je sais pas si tu es d'accord. Ouais. Et lui, il était dans la ligne droite, et en fait, si tout le monde fait ça, eh ben, on doit slalomer entre les gens qui sont sur la ligne droite des stands, au lieu de rester dans leur ligne et dans leur ligne blanche. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bon, il y a un peu il y a un peu de tout parce qu'il n'avait pas à être sur la ligne droite, mais t'avais pas à arriver aussi vite non plus, à lâcher le guidon. Donc c'était un peu un C'est ma concours de faute aussi. circonstances. Mais ça c'est bien fini. Voilà. J'ai été voir les concurrents, on s'est excusé, ça a été poli, ça a été propre, Voilà. très professionnel. Mais c'était vraiment fort parce qu'au final, voilà, je lui ai rentré dedans. Après, ça m'a fait dévier de l'autre côté. Et au final, voilà, il y a pas eu de casse, il y a rien, personne n'est tombé. Donc c'est vrai que c'est 80% de ma faute. Et c'est sûr que s'il était resté sur son stand, dans son stand, comme tout le monde, je lui aurais pas rentré dedans, quoi. Mais bon, c'était vraiment donc la plus mauvaise action de la journée, mais la plus belle aussi, c'était quand même celle-là. En tout cas, on aura sacrément bien rigolé et ça nous aura fait vraiment rouler et un peu progresser cette endurance. Et surtout, c'était un plaisir de rouler en tant que père et fils. Voilà, c'est vraiment toujours génial, ça fait toujours des bons souvenirs. Est-ce que est-ce que tu as un dernier mot avant de terminer ce podcast? Est-ce que tu aimerais refaire cette course? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
Ce qui me vient à l'esprit, c'est que je monterai à Vinci l'année prochaine, au mois d'octobre. Je prends mon camion Aïe, et aïe, je aïe. monte à Vinci parce que j'ai beaucoup d'amis à Vinci, que je connais le circuit pour l'avoir pratiqué en championnat de France de motocross classique et en endurance aussi il y a une bonne vingtaine d'années. Et donc, je sais que si tu y vas, je monte, je pense la faire en solo, puisque toi tu vas rouler avec tes amis, mais je pense la faire en Ouais. solo. Mais j'ai vraiment envie de monter, de traverser la France tranquillement avec mon camion et d'aller faire une belle course là-bas. Vraiment, ça me dit. J'adore ce terrain, j'adore les grands champs de betteraves avec la piste qui fait 20 mètres de large. J'ai vraiment des très très bons souvenirs. Voilà. C'est vrai que c'est pas les mêmes terrains. En tout cas, on remercie l'organisation de l'Endurance des Volcans et du Motoclub de Saint-Ibéry. C'était une belle organisation, il n'y a pas eu d'accro, ça s'est bien passé, ils étaient à l'heure, tout s'est passé comme prévu. En plus, ils avaient la météo de leur côté. Est-ce que ça serait à refaire? Moi, je sais pas si je la referais à Vinci. Oui, c'est sûr que c'était vraiment, ça répondait vraiment à mes attentes. Celle-là, c'était vraiment plus spécial, plus typé enduro. Donc peut-être pas à refaire, mais en tout cas, on pourra dire qu'on l'a fait une fois en catégorie père-fils. Et ça, c'était vraiment une super expérience. C'est un très Merci beau d'avoir moment. participé à ce podcast comme d'habitude, Mais hein. de rien. Merci à toi, merci pour l'invitation et puis merci pour ce beau moment de course qu'on a passé et mémorable, inoubliable. Et puis ça sera pas le dernier. Bonne soirée. Merci. Comme d'habitude, Comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager et en parler autour de vous. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. On fait pas de podcast vidéo encore. Dites-nous si ça vous intéresserait. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Merci papa et à très vite. Merci. Salut à tous.